Bienvenue dans notre cours de programmation système. Aujourd'hui, nous allons développer le prochain point qui est le droit d'accès aux fichiers. Donc tout à l'heure, nous avons appris comment utiliser la commande grep, la commande add, tie and find. Et nous allons apprendre sur la permission d'accès, de modifier le fichier. Concernant le droit d'accès, Linux a une façon particulière de noter les permissions d'accès sur le fichier. Premièrement, Linux fait la distinction entre trois types d'utilisateurs. Les utilisateurs qu'on appelle les users, ça veut dire le propriétaire des fichiers. Les utilisateurs qu'on appelle les groupes, c'est l'ensemble des utilisateurs qui sont regroupés selon peut-être la tâche, selon par exemple différentes fonctions. Ok, et il y a les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni propriétaires ni des groupes. Ok, donc à la création du fichier, le fichier donne le plein pouvoir à son auteur, ça veut dire le user, d'accord, et l'auteur peut définir quelles sont les permissions d'accès qu'il y aura le groupe sur le fichier ou les autres. Parmi les types d'accès qu'on peut avoir sur un fichier, il y en a trois. Premièrement, l'accès en lecture. En anglais, on dit read, c'est symbolisé par la lettre R. L'accès en écriture, ça veut dire write, symbolisé par W. Et l'accès en exécution, symbolisé par X, qui est le X. D'accord? Chaque utilisateur doit avoir les trois accès. D'accord? Le read, le W et le X. Donc, le droit d'accès des fichiers va nous lister pour chaque utilisateur quelle est sa permission d'accès pour la lecture, l'écriture et l'exécution. D'accord? Donc, si je prends pour le premier utilisateur, il y aura 3 caractères. Pour le deuxième utilisateur, le groupe, il y aura 3 caractères. Pour les autres, il y aura également 3 caractères. Le total, ça nous fait au total combien de caractères? 9 caractères. Donc, c'est pour cela que vous voyez toujours quand on fait ls-l, il y a 9 caractères plus le type de fichier. Donc, quand je fais ls-l, donc la première colonne me donne l'information sur le type du fichier. Quand c'est un tiret, ça veut dire c'est un fichier. Si c'est la lettre D, ça veut dire c'est un répertoire. Et c'est suivi de 9 caractères. Les 9 caractères symbolisent le droit d'accès pour l'utilisateur, le groupe et les autres. D'accord? Par exemple, ici, il y a les caractères RW-, RWX, R-X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire peut lire, peut écrire, mais ne peut pas exécuter. D'accord? Pour les groupes, on peut lire, écrire et exécuter. Et pour les autres, on peut lire, mais on ne peut pas exécuter. Et plutôt, on ne peut pas écrire, mais on peut exécuter. D'accord? Donc, si je prends par exemple cette ligne, RW- lire, écrire, RW-, le groupe peut lire, écrire, R-, les autres ne peuvent que lire, la lecture seule. D'accord? L'absence du droit, c'est le tiret. Donc, sur cette ligne, les informations que nous avons sont mentionnées comme telles. La première colonne sont les droits d'accès. La deuxième colonne représente celui qui a créé le fichier. D'accord? La troisième colonne, le groupe. Quatrième colonne, c'est la taille de votre fichier. Après, il sera suivi de la date de la dernière modification. Si c'était la création, c'est la date de la création. Et le nom du fichier, c'est à la fin. D'accord? C'est un répertoire ou un fichier. C'est à la fin. Donc, pour chaque utilisateur, dans le droit d'accès, nous aurons quelles sont les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution. Le deuxième utilisateur, le groupe, lecture, écriture, exécution, et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a deux façons de représenter cela. On peut les représenter en mode qu'on appelle alphanumérique, d'accord? Et en mode octal. Le mode octal, ça veut dire, le mode symbolique, on utilise les caractères alphabétiques, RW-, RW-,
ou bien on utilise le mode octal où on utilise des chiffres. D'accord? Le RW-, je peux le représenter par un chiffre entre 0 et 7. RWX aussi, je peux le représenter par un chiffre et R-X également par un chiffre. D'où viennent les chiffres? Chaque caractère peut être représenté par 1. Si ça existe, son absence c'est 0. Par exemple, ici, on aura 1, 1, 0 en binaire. 1, 1, 0 en binaire, ça nous donne quoi? Ça nous donne la valeur 6. Donc, le premier caractère, c'est 6. RWX, c'est 1, 1, 1 en binaire. Sa valeur décimale, c'est 7. Donc, on a 6, on a 7. Et le dernier, c'est 1, 0, 1 qui va nous donner 5. Donc, c'est 675 qui sera la valeur octale si on pouvait calculer. OK? Donc, le droit d'accès sur un fichier peut être attribué ou modifié. D'accord? Ça s'attribue au moment de la création du fichier. Une fois que nous avons remarqué que ce que le fichier a reçu comme droit d'accès ne nous arrange pas, nous pouvons modifier ces droits d'accès. Donc, comment on le modifie? En utilisant la commande chmod. Donc, chmod, change mode, va nous aider à changer le droit d'accès sur le fichier. D'accord? Donc, pour changer le droit d'accès, vous devez préciser la nouvelle valeur de la permission. D'accord? Si vous avez la notation symbolique, vous devez avoir un certain nombre de caractères à combiner. Si vous avez la notation octale, ça sera des chiffres. Parlons d'abord de la notation symbolique. D'accord? Dans la notation symbolique, il y a 4 caractères qui sont utilisés. Le caractère U, le caractère G, les caractères O et les caractères A. U, c'est pour désigner l'utilisateur, le propriétaire. G pour désigner le groupe. O pour désigner les autres. Et A pour désigner tout le monde. D'accord? Et certains opérateurs peuvent être utilisés. Plus pour dire on ajoute telle permission. Moins pour dire on enlève telle permission. Et égal pour dire on assigne telle permission. D'accord? Dans le IGOA et la lettre plus ou moins. D'accord? Si je vais par exemple ajouter au propriétaire le droit d'exécuter, je vais faire U plus X. Je lui donne le droit d'exécuter. Si je vais donner au groupe le droit d'écrire, je vais faire G plus W. Si je vais donner à tout le monde le droit d'exécuter, je vais faire A plus X. D'accord? Donc chmod, quelle est la nouvelle permission qu'on veut attribuer et sur quel fichier, sur quel répertoire. Donc vous précisez les noms des fichiers, les noms des répertoires. Maintenant, en mode octal, c'est le nombre. 0 à 7, c'est le maximum qu'on peut avoir parce que octal, c'est 8, donc on varie de 0 à 7. Pour le premier utilisateur, quelle est sa valeur? Pour le deuxième, pour le troisième. Donc, ça nous donnera un nombre à 3 chiffres. D'accord? Par exemple, ici, 664, ça veut dire le propriétaire a le droit de lire et écrire, pas d'exécuter. Le groupe, toute personne se trouvant dans le groupe peut lire et écrire sur ces fichiers, mais ne peut pas l'exécuter. Les autres ne peuvent que lire, mais ne peuvent pas modifier. Lecture seule. D'accord? Donc, comment on a trouvé la valeur octale? Si j'ai, par exemple, RW-R-, en binaire, c'est quoi? C'est 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, et je vais retrouver la valeur octale. De même, si j'ai la valeur octale, pour chaque caractère, pour chaque chiffre, pardon, on l'écrit en décimale. 4 en décimale, c'est 1, 0, 0. 5 en décimale, c'est 1, 0, 1. 6 en décimale, c'est 1, 1, 0. D'accord? 1, 1, 0 me donne quoi? RW-, R-W et R-. D'accord? Donc, ce sont les différentes permissions d'accès qu'on peut avoir. OK? Donc, je peux appliquer chmod. Par exemple, ici, j'ai un fichier secret.txt. Qu'est-ce que je fais? J'enlève au propriétaire le droit d'écrire, virgule. Donc, s'il y a plusieurs utilisateurs sur lesquels j'applique le droit, je peux les séparer par des virgules. Si c'est la même permission, je peux les regrouper. D'accord? G-W. Donc, ici, je peux écrire
750, ça veut dire le propriétaire a tout le droit, lire, écrire, exécuter. Le groupe ne peut que lire et exécuter. Les autres n'ont aucun droit. Ça veut dire qu'il ne peut pas même voir le fichier. Ici, on donne aux autres le droit de lire tous les contenus du dossier Paul. D'accord? Tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur de Paul, les autres ont le droit de lire. C'est-à-dire, même si je ne suis pas le propriétaire, je ne suis pas du groupe, je peux lire le contenu du dossier Paul. D'accord? Donc, c'est quelque chose à ne pas faire parce que vous ouvrez votre système à tout le monde. Retirer le droit d'écrire au groupe propriétaire, c'est G-W. Mais vu que c'est un dossier, on veut retirer sur tout le contenu de ce dossier, on applique l'option "-R" qui veut dire tout simplement la récursivité, d'accord, sur tous les dossiers de sous-dossiers. Donc, on peut aussi donner le droit 777 sur un fichier. Maintenant, par défaut, d'où vient le droit d'accès? Le droit d'accès par défaut vient de ce qu'on appelle le UMask. Donc, c'est une valeur qui est déjà configurée en avance dans votre ordinateur. C'est cette valeur-là qui vous donne la valeur de droit d'accès. Donc, si vous voulez changer les permissions sur vos fichiers, il faut changer le UMask, d'accord? Le UMask de 022, ça veut dire quoi? Pour le fichier, on fait les 666-022 qui nous donnera les 644. Ça veut dire quoi? Tous les fichiers qui seront créés auront le droit RW-, R-, et R-. Ça veut dire que les fichiers auront seulement le droit de lire pour le groupe et les autres et le droit de lire et écrire rien que pour les propriétaires. D'accord? Donc, on fait 666 moins le UMask pour trouver la valeur par défaut des fichiers. Mais pour le répertoire, on fait 777 moins la valeur du masque. Donc, si je fais 777 moins 022, ça me donne 755. D'accord? Par défaut, si je crée un dossier, le propriétaire aura tous les droits, mais les autres et les groupes auront le droit juste de lire et d'exécuter. D'accord? Donc, le UMask, la valeur permet de modifier le UMask. Donc, on peut changer le UMask pour obtenir de nouvelles valeurs. D'accord? Donc, chaque utilisateur sera dans un groupe et dans un groupe, il sera identifié par un numéro, le numéro de l'utilisateur, d'accord, le IUD, et dans le groupe, il sera aussi identifié par les groupes. Donc, la commande pour identifier un utilisateur, la liste des utilisateurs plutôt, c'est dans etc passwd. Malheureusement, avec le modèle que j'ai ici, je ne peux pas les tester. Mais sous Ubuntu, vous pouvez les tester, vous allez voir que ça marche. etc groupe aussi contient tous les groupes qui ont été créés dans votre ordinateur. OK? Il y a certaines commandes comme les commandes ID, ils retournent l'identité de l'utilisateur. UEMA, il retourne le nom. User, tous les utilisateurs qui sont connectés sur le système. Ou c'est l'utilisateur, beaucoup, on donne plus les informations. Le passwd, ça peut être une commande qui va nous aider à changer le mot de passe. D'accord? On peut affecter un fichier à un nouveau groupe, ainsi de suite. Donc, change group, c'est pour changer le groupe à un fichier. Donc, c'est une nouvelle commande. Pour si je vais changer les propriétaires des fichiers, c'est shown. D'accord? Donc, cette commande shown et change group sont les commandes utilisées. Donc, avant de basculer au suivant, je vais essayer un peu de passer sur quelques exercices pour voir un peu ce que nous avons implémenté, appris, pardon, si on peut implémenter ce que nous avons appris. OK? Donc, la première commande, c'est ls-l. Si je fais ls-l, qu'est-ce que j'ai? Donc, ls-l me donne quoi? Me donne le permission d'accès. Donc, ça, c'est un fichier. Pourquoi je sais que c'est un fichier? C'est le tiret qui est devant. Et le propriétaire a le droit de lire, écrire, moins, il ne peut pas exécuter. Le groupe a le droit de lire, mais ne peut pas écrire ni exécuter. Lecture seule et lecture seule. Mais si je prends un dossier, par exemple celui-là de D, le propriétaire a le droit de faire quoi? De lire, écrire, exécuter. Les groupes lecture, exécution. Les autres lecture, exécution. D'accord? Donc, si je vais par exemple changer pool, par exemple, je vais enlever aux autres le droit de lire. Donc, je vais faire chmod. Les autres, je vais les enlever le droit de lire sur le fichier pool.txt.
d'accord. Si je l'exécute, je fais ls-l, vous allez remarquer que avant j'avais r moins, mais maintenant chmod, oui, mais pourquoi pourquoi il ne l'exécute pas? D'accord, je sais pas si mon environnement est limité. D'accord, je vais peut-être exécuter ces fichiers comme admin. Attendez, je vais ouvrir le bash. Je vais peut-être l'ouvrir comme admin parce que si je l'exécute comme étant utilisateur simple, peut-être ça me donne pas assez de permissions. En attendant que vous... D'accord. Donc, je vais... Donnez-moi juste quelques secondes. OK. Donc, clear. Donc ici, nous serons appelés, je vais créer un dossier CP, mkdir, L2, ISPT. Oh, les dossiers existent déjà, donc c'est bien CD, L2. D'accord. D'accord, je vais faire le clear. Donc ici, je devais tester si la commande sudo marchait, parce que ici ça ne marche pas. SU super user, d'accord, on est déjà super user. OK, clear. Donc je vais arrêter ça et l'ouvrir à nouveau parce que j'ai l'impression que ça ne s'ouvre pas correctement. Donc ça me donne toujours la même chose. Donc gardons-le quand même, d'accord. Mais vous n'allez pas voir le résultat escompté. Donc c'est pour cela que nous devons basculer sous Ubuntu. Donc cd ls, d'accord, ls-l. Donc je vais néanmoins expliquer. Si on fait chmod par exemple, les autres on enlève le droit d'exécuter sur .txt. Normalement, quand vous êtes dans votre système Linux, vous faites ça, vous allez remarquer que ces droits de lecture va changer. D'accord? Par exemple, on peut mettre 6.0.0. Ça veut dire le propriétaire des droits de lire et écrire. Les autres,
où les groupes n'ont aucun droit. D'accord, si on fait ls-l, ça devait au moins changer, mais ça n'a pas changé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le droit de modifier. D'accord, je vais vérifier ça par la suite. Donc, on va voir si... Non, il est déjà là. D'accord. chmod. chmod. D'accord. Donc, je fais 644. Les tests. 640. D'accord. Il y a certaines touches qui commencent à résister un peu. Ok. Ok. Bon, on va peut-être fermer ça, ouvrir une autre fenêtre. Et que ça pose un peu problème. Bien, je vais y revenir. Je vais y revenir. D'accord, je vais y revenir. Donc, la deuxième partie, nous allons voir les mécanismes de redirection. Donc, la redirection, on l'utilise souvent lorsqu'on veut envoyer le contenu, le résultat d'une commande dans un fichier. Donc, lorsque vous redirigez quelque chose, vous écrasez soit le contenu qu'il y avait déjà dans le fichier, sinon vous ajoutez à la fin. D'accord? Donc, on utilisera des symboles pour dire je vais ajouter dans un fichier. Mais on peut aussi utiliser des symboles pour dire je vais lire, non pas à partir du clavier, mais à partir d'un fichier. D'accord? Vous pouvez également lire à partir d'un fichier. Donc, il y a trois sortes d'entrées sorties du flux de données. Le premier, c'est l'entrée standard qui est votre clavier. D'accord? Le deuxième, on peut lire à partir, c'est-à-dire de shell. La sortie standard, c'est l'écran. On peut afficher. On peut aussi lire à partir, mettre le message d'erreur. D'accord? Rediriger le message d'erreur. Donc, la flèche, par exemple, redirigée vers la gauche, c'est pour lire à partir de l'entrée standard. D'accord? Je vais lire à partir du clavier ou du fichier. Je vais rediriger le contenu vers la sortie. D'accord? Et le double, ça veut dire ajouter à la fin. D'accord? Donc, quand je mets double flèche, c'est pour ajouter à la fin. Donc, à partir d'un fichier, rediriger, lire à partir d'un fichier, écrire dans un fichier, écraser l'ancien contenu, écrire dans un fichier et ajouter à la fin. D'accord? Au cas où il y aura un message d'erreur, on peut prévoir ça par deux flèches ou bien flèche de E commercial. Ça veut dire exécuter cette commande. S'il y a une erreur, mettez dans le fichier erreur le résultat de la commande, donc le message d'erreur. Au lieu que le message d'erreur s'affiche à l'écran, on redirige le message d'erreur dans un fichier. Ok, donc on peut rediriger dans un fichier. Donc je vais juste démontrer ceci avant que... Donc je vais démontrer l'exemple de tout à l'heure. Donc on peut avoir par exemple CD L2, retournons dans notre exemple. Donc nous avons ls par exemple, je vois les contenus. Donc je vais faire la commande ls-l. Je vais rediriger le contenu dans un fichier liste doc.txt. Ok,
Donc, j'ai redirigé, vous avez vu que ça ne s'est pas affiché sur l'écran. Si je tape par exemple 4, donc c'est pour afficher le contenu du fichier. Donc, vous voyez, il m'affiche les contenus. Si vous voulez aussi voir ça, on peut aller dans Nano, liste doc. Nano aussi va nous ouvrir. Voilà ce qui est écrit dans Nano. Je peux même changer ici. Je me porte bien. Et à la fin, je peux ajouter même bye bye pour dire que je suis dans un fichier. Et quand je viens ici, j'affiche ce fichier avec, utilisant la commande more, c'est la même chose. Liste document, d'accord. More n'est pas utilisé ici, donc utilisons la commande 4. D'accord, d'accord, vous voyez, j'ai apporté quelques modifications, ça marche. Maintenant, si je veux diriger encore ces contenus dans le même fichier, il va écraser l'ancien contenu. Donc, si ce fichier n'est pas vide, vous m'utilisez double flèche. D'accord? Je vais utiliser, rediriger par exemple le contenu de tilde. D'accord? J'ajoute. Et je vais afficher le contenu de mon fichier. Vous voyez, il a ajouté à la fin. Donc, si je déroule, donc au début, nous avons ce qui était avant, jusqu'à bye bye. D'accord? Et ça a été ajouté à la fin. D'accord? Donc, tout simplement parce que nous avons utilisé quoi? Nous avons utilisé le symbole de redirection de double flèche. Ok, nous avons utilisé le symbole de direction de double flèche. Donc, essayez un peu de tester cela et vous verrez que ça marche. D'accord? Donc, si ça marche, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Donc, vous pouvez aussi lire à partir du fichier. Vous pouvez aussi envoyer le message d'erreur dans un fichier. Ok? Maintenant, nous allons passer dans une autre série de commandes. Ok, maintenant la commande qui vient par la suite, c'est la commande, c'est pas vraiment une commande, mais c'est un caractère qu'on utilise pour dire que le résultat de la première commande est redirigé dans la deuxième commande. C'est le tube ou pipe, d'accord? C'est représenté par une droite verticale. Donc cette droite verticale tout simplement veut dire que c'est en rouge ici. Si j'exécute la commande ls-l etc, donc ce résultat servira d'argument. Donc c'est automatiquement placé à la fin de la deuxième commande. Donc je peux avoir autant de pipes. C'est comme si vous avez des filtres. Vous exécutez la première commande, ça passe par un filtre qui sera la deuxième commande qui va tamiser le premier. La deuxième commande va donner des résultats. Le troisième filtre va les tamiser. Et vous allez progresser au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arriverez à la fin. D'accord? Une fois que vous êtes arrivé à la fin, le dernier résultat sera le résultat affiché. Par exemple, ici, on liste tout le contenu du fichier etc, le contenu détaillé, mais grep mp3 ne retient que les lignes qui contiennent le mot mp3. Donc, il va afficher que les lignes qui contiennent le mot mp3. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ok? Donc, pipe, c'est une des commandes qui est vraiment utilisée. D'accord? Un des symboles utilisés pour rediriger la sortie de la première commande dans la deuxième commande. D'accord? Et ainsi de suite. Si je vous donne l'exemple de aide et taille, je l'avais déjà utilisé avec aide et taille, où j'ai pris le résultat des tailles, je l'ai redirigé vers aide. D'accord? J'ai utilisé le tube. La commande TR, c'est aussi une autre commande qui est utilisée. Donc, cette commande nous permet, par exemple, de transposer ou d'éliminer des caractères. D'accord? Si je veux changer un caractère, je peux utiliser la commande TR. Ou si je veux supprimer un caractère, je vais utiliser la commande TR. Donc, je vais lui donner le caractère que je vais changer et dans quelle chaîne. Donc, il va aller dans la chaîne, il va, si je trouve tel caractère, le remplacer par un autre. Donc, transposer ou éliminer des caractères de substitution ou suppression des caractères. Donc, la suppression, si j'utilise -d, d'accord, TR suivi de -d, ça veut dire c'est une commande qui va servir les suppressions. Donc, je vais supprimer
les éléments que je vais trouver dans la chaîne 1, dans la chaîne 2, de la chaîne 1, pardon, dans la chaîne 2. Si je fais moins S, c'est pour faire la substitution. Donc, je vais remplacer. D'accord? C'est remplacer. Donc, on peut faire par exemple ici TR A moins Z. Donc, tout ce qui était AZ, transformez-les en quoi? A à Z. C'est caractère par caractère. D'accord? Le TR, c'est caractère. Donc, je vais afficher le mot coucou. Et en même temps, je vais transformer les A en A majuscule. Parce que les tirés, ça veut dire c'est une liste. Le B en B majuscule, les C en C majuscule, les Z en Z. Par exemple, vous avez tapé un texte et vous avez remplacé, par exemple, tout le M minuscule par le M majuscule. D'accord? Vous allez seulement appliquer, afficher les textes, appliquer TR. Vous le dites partout où vous trouvez le M minuscule, remplacez-le par le M majuscule. Si vous avez mis moins S, donc partout où vous trouvez les M, vous devez les supprimer. D'accord? Il va supprimer cela. Donc, il y a aussi la commande unique qui essaye de récupérer le contenu d'un fichier ligne par ligne, mot par mot, et il ne va que vous afficher le mot unique. Donc, les mots qui sont en doublon, ils ne vont pas être affichés. Par exemple, ici, si j'ai 1, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4 c'est deux fois, 2, 2 c'est deux fois. Si on affiche le contenu de ce fichier, normalement c'est ça. Mais si on applique unique à la fin, unique va faire quoi? Il va supprimer tous les doublons et ne garder que le fichier unique. D'accord? Mais si on met moins D par exemple, pardon, moins D, le moins D ça veut dire affiche seulement les lignes dupliquées. C'est-à-dire les lignes qui ont plus de 2 valeurs seront affichées. Par exemple, le 2 ici et 4 seront affichés. Les autres ne seront pas affichés. Hein? Moins U, les lignes non dupliquées seront affichées. Moins C, il donne le nombre d'exemplaires de chaque ligne. D'accord? Pour U, j'ai 1, j'ai une fois. 2, j'en ai deux fois. 3, j'en ai une fois. 4, j'en ai deux fois. Donc, c'est un peu ça. Vous avez la commande 4. Ça, c'est une commande très importante avant de passer au processus pour terminer cette première partie. D'accord? Je vais aller jusqu'à la fin pour terminer la première partie. La commande 4, c'est une commande qui permet d'aller dans un fichier, ok, et d'extraire des colonnes. D'accord? Donc, j'ai par exemple ce fichier qui contient 0, qui contient un nom, qui contient un pays, qui contient une valeur. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? En utilisant l'option "-d", je vais préciser le séparateur de mon fichier, c'est le 2 points. Donc, les colonnes sont séparées par 2 points. Quelles sont les colonnes que je vais retourner? D'accord? La première colonne, ça sera F1. La deuxième colonne, c'est F2. La troisième, c'est F3. La quatrième, c'est F4. Donc, je vais retourner F1 et F2. Donc, je vais retourner la première et la deuxième colonne. Donc, il va me retourner la première et la deuxième colonne. OK? Donc, ça, c'est la commande TR. Donc, la commande 4 va dans un fichier, va extraire des colonnes et va nous retourner les colonnes que nous voulons. OK? Donc, essayons un peu de tester cet exemple parce que sinon, nous aurons accumulé beaucoup de connaissances. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons parcourir les commandes de base. D'accord? Je vais revenir rapidement. Donc, la commande TR, la commande unique et la commande 4. Donc, si vous avez par exemple ls, d'accord, on va essayer echo. On va afficher juste coucou. D'accord, vous avez coucou. Maintenant, si je veux le pipe, je dis TR, tu vas me transformer tous les caractères en minuscules, transforme-les en des caractères en majuscules. Et j'exécute. Vous voyez la réponse. OK? Maintenant, supposons que nous avons dans un fichier, je vais par exemple le TP44, je vais faire nano TP44.
TP44, je vais l'ouvrir. Donc, oh, le TP44 est déjà là. Tant mieux, comme on a quelque chose qui est déjà dans le TP44. Donc, on va faire 4 TP44. D'accord? Et je vais appliquer unique. Donc, il va me compter, m'afficher, comme ce sont des lignes, il va m'afficher toutes les lignes. Essayons un peu de faire quelque chose de différent. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler simple.txt. Donc, à l'intérieur, je vais faire nano simple.txt pour écrire quelque chose. J'écris 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5. D'accord? CTRL X, Y. Donc, je vais afficher mon contenu pour voir que c'est bel et bien enregistré. Ok, c'est parfait. Maintenant, si j'applique la commande unique, donc je vais utiliser le tube et je vais faire unique. D'accord? Qu'est-ce qui va m'afficher? Les différents contenus. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Si je fais -D, seulement ceux qui sont dupliqués. Donc, il y avait 2 et 5. Si je fais -C, il va compter 1 est apparu une seule fois, 2 est apparu 2 fois, 3 une seule fois, 4 une seule fois et 5 3 fois. D'accord? Donc, vous pouvez combiner cela. Donc, maintenant, nous passons à la commande 4. Donc, je vais créer encore un fichier qui s'appelle... Essayons d'abord de vérifier encore si c'est le etc passe wd. Toujours, ça n'existe pas. OK. Donc, créons ces fichiers-là ici. On va simuler les étudiants. Nano liste étudiants.txt. D'accord? Je simule la liste des étudiants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les séparer par les 2 points. Le premier étudiant, son nom s'appelle par exemple donc le premier étudiant, Alain, d'accord, il habite par exemple Massina. Le deuxième étudiant, Christian, donc c'est les 2 points. Il habite par exemple Montbéliard. Le troisième étudiant, par exemple Pauline, il habite par exemple Bandal. Quatrième étudiant, par exemple Charlotte, il habite par exemple Delvaux. Ok, donc j'enregistre cela. D'accord, je vais essayer d'afficher mes utilisateurs. Oh, je m'excuse là. Donc, vous n'étiez pas en train de voir. Ok. D'accord. Sorry. Donc, je ne sais pas quel niveau. L'écran n'était pas partagé. Donc, ce que je fais, j'ai créé Nano étudiant. D'accord. À l'intérieur, j'ai rempli les étudiants. Donc, essayez un peu. Je vais revenir sur un exemple un peu lointain. Je pense que je vais revenir juste au début. Si au cas où quelque chose n'était pas enregistré, vous allez tout de même retrouver cela. Donc, la première commande qu'on avait abordée, on a parlé que le TR permet, par exemple, si j'écris echo coucou, d'accord, j'ai coucou en minuscule, ok, mais si je fais echo coucou et j'applique la commande TR et j'ai dit tout ce qui était caractère en minuscule, transforme-les en majuscule. A, Z, majuscule. Donc, si vous regardez, vous avez ça en majuscule. OK? Nous avons parlé aussi que nous pouvons avoir un fichier qui est dupliqué.
par exemple, j'avais créé, je regarde encore là, donc j'avais créé simple.txt, d'accord? Il y avait 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, d'accord? Si je l'affiche, vous voyez, simplement, il va me répéter tout ce qu'il y avait à l'intérieur avec l'air doublon. Maintenant, si je me dis que non, je ne veux pas de doublon, je vais juste chaque élément une seule fois. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si vous appliquez -C, il va compter pour chacun de combien d'occurrences on a pour 1, combien d'occurrences on en a pour 2, combien d'occurrences on en a pour 3, pour 4 et pour 5. OK? Maintenant, si j'applique -D, rien que ceux qui ont le doublon seront affichés. OK? D'accord? Maintenant, on passe à la commande 4. Pour ce 4, j'ai créé nano liste étudiants. D'accord? C'est la liste des étudiants. J'ai mis un séparateur, c'est les 2 points. Donc, c'est l'identifiant de l'étudiant, le prénom et le quartier ou la commune où habite l'étudiant. D'accord? Donc, si je fais 4 -D, je vais dire quel est le séparateur, c'est les 2 points. Quelle est la colonne que je vais afficher? C'est la colonne 1 et la colonne 2. Sur quel fichier? Sur le fichier liste étudiant. D'accord? Donc, il va m'afficher juste la première et la deuxième colonne. Je peux dire je veux juste la première et la troisième colonne. D'accord? Je peux dire je veux juste la deuxième et la troisième colonne. Donc, vous voyez les résultats, la deuxième et la troisième. Donc, -D, c'est pour dire quel est le séparateur. Pour moi, c'est 2 points. Ça dépend de votre fichier ou de ce que vous avez comme résultat. Maintenant, au lieu d'afficher dans le résultat les 2 points, on peut appliquer TR et on peut dire si tu as les caractères 2 points, remplacez-les par l'espace. Et j'exécute. Donc, le 2 points est remplacé par l'espace. Je peux remplacer les 2 points par une flèche. D'accord? Donc, et j'exécute. Oh, ça ne s'affiche pas. D'accord? Attends, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est caractère par caractère. D'accord? Attendons. Mettons double quote. Donc, double quote. Donc, ok. Bon, je saurai pourquoi ça ne m'a pas donné. D'accord? Mais si je le remplace juste par un caractère, celui-là, ça doit marcher normalement, oui. Ok, ok, donc ça c'est la commande TR, c'est combiné avec la commande 4. Je vous avais dit aussi, par exemple, add, par exemple, liste étudiant, d'accord. Celui-là va me retourner les 10 premiers éléments, mais je vais juste les derniers. Je fais taille, -A, d'accord. Je ne prends que le dernier. Mais si je vais le deuxième étudiant, je prends la liste de 2 étudiants seulement et je récupère les deuxièmes étudiants. D'accord? Donc, on peut combiner de commandes pour avoir un résultat. OK? Donc, nous allons maintenant attaquer la dernière partie de notre partie 1 sur le processus. D'accord? Un processus, c'est quoi? C'est un programme qui est en cours d'exécution au niveau de votre mémoire. D'accord? Lorsque vous lancez un logiciel, il lance un processus. Lorsque vous ouvrez une page web, il lance un processus. Lorsque vous démarrez un serveur, il lance un processus. Pour connaître tout le processus qui s'exécute dans votre ordinateur, il faut taper la commande PS. D'accord? C'est comme sur Windows, vous allez au niveau de l'administration, système, pour regarder tous les programmes qui sont en cours d'exécution. D'accord? Donc, pour notre système Linux, c'est pareil. Vous regardez tous les services qui sont en cours d'exécution avec la commande PS. Donc, si vous tapez seulement PS sans option, il va vous afficher 5 colonnes. La première colonne, c'est l'identifiant du processus. D'accord? Et il va vous donner à la fin la commande ou le programme qui est en cours d'exécution et combien de temps s'écoule depuis. D'accord? Le mieux, c'est de l'exécuter avec l'option -AUX. Donc, quand vous ajoutez -AUX, il va vous donner encore plus de détails sur tout le processus qui s'exécute.
Un programme qui s'exécute lorsqu'on met et commercial à la fin pour l'exécuter, c'est les renvoyer en arrière-plan. D'accord? Et on peut arrêter un programme qui est en cours d'exécution, c'est les kills et le numéro du job. On peut renvoyer un programme en premier plan comme on peut le renvoyer en arrière-plan. Donc PX avec l'option -AIX permet d'afficher tout. Si on veut arrêter un processus, on peut aussi utiliser kill-9, le PID qui est l'identifiant du processus. D'accord? Donc nice sur une commande nous permet de donner plus de priorité sur le processus pour que ça s'exécute sans problème. D'accord? On peut aussi dire que à l'instant T, exécuter tel processus. C'est la commande at. At, on donne le temps, la date et on donne la commande. Donc ça veut dire quand l'heure en question va arriver, la commande sera exécutée. D'accord? On peut arrêter un processus, d'accord, avec la commande kill. On peut améliorer la priorité d'un processus avec la commande nice et renice. On peut envoyer un processus en premier plan, d'accord, FG, ou en arrière-plan si on met le et commercial. Ok? Donc vous avez la commande PS qui est notre dernière commande. Donc je ne sais pas ici si ça va marcher, mais si je mets PS-AIX, d'accord, ici il ne me donne rien parce que je suis sur Windows, c'est quelque chose que je l'exécute. Donc PS tout court me dit voilà le processus qui sont en cours d'exécution, voilà leur identifiant et je peux les arrêter. Je peux également leur donner beaucoup plus de priorité. D'accord? Donc je vous invite alors à passer plus de temps à comprendre le système Linux. Donc les commandes de base, il y en a plusieurs. J'ai essayé juste de vous donner quelques commandes essentielles qui vont vous aider à maîtriser Linux. Mais Linux se maîtrise dans la pratique. Donc vous avez besoin d'installer la machine virtuelle VMware et d'installer Ubuntu dans votre machine virtuelle et de commencer à exécuter les différents TP qui vous seront proposés. C'est-à-dire avec le temps, plus vous travaillez, plus vous allez maîtriser cet environnement. Donc je vous souhaite bon courage et au revoir, à bientôt pour la continuité de ce cours.